équipages ont le plaisir de vous accueillir à bord du Webinact Données de santé, les principes de conformité RGPD. Ce Webinact est assuré par Madame Amélie Czepanski, consultante juriste RGPD, Monsieur Pierre Humann, consultant juriste RGPD, Madame Jenna Vurpillo, responsable marketing et communication. La durée de ce vol est d'1 heure. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Les démonstrations de sécurité vous seront présentées à l'écran. Accordez-nous votre attention, s'il vous plaît. Pour suivre ce Webinact dans des conditions adéquates, merci de bien vouloir régler les paramètres sonores des haut-parleurs de votre ordinateur, smartphone ou tablette avant son commencement. Si vous êtes dans une pièce bruyante, pensez à vous munir d'écouteurs ou d'un casque audio. À tout moment, vous pouvez interagir grâce à la boîte de dialogue du chat sur votre droite. Pour poser vos questions, cliquez sur le point d'interrogation qui s'affiche en bas du chat. Posez une question. Les questions seront vues en temps réel par l'animateur et seront traitées à la fin de la conférence. À présent, voici le programme qui compose notre Webinact d'aujourd'hui. Tout d'abord, une courte introduction vous présentera qui est concerné par l'identification des données de santé. Nous aborderons ensuite les grands principes du RGPD pour ce secteur. Enfin, nous vous présenterons les critères de sécurité ainsi que les différentes formalités administratives à appliquer. Prenez place, le Webinact va commencer. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Actessil et nous vous souhaitons un bon vol. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce Webinact. Alors avant de commencer, je vais dire quelques mots sur Actessil. Donc depuis 2007, Actessil est la société pionnière en matière de protection des données. Elle accompagne les entreprises du secteur public et privé, de la start-up aux plus grosses structures. Alors nous travaillons par secteur d'activité et le domaine du médical et de la santé est géré par des juristes et des consultants confirmés. Donc aujourd'hui, nous allons donc vous parler des principes de conformité RGPD dans le domaine de la santé. Je vais vous présenter nos deux spécialistes, donc Amélie et Pierre, qui sont tous deux consultants juristes en RGPD et spécialisés dans le domaine de la santé. Jenna étant absente pour des raisons de santé, c'est moi qui vais donc la remplacer et je me nomme Isaac. Je vais donc laisser la parole. Avant cela, je vous rappelle que j'ai activé le mode questions que vous pouvez retrouver sur le côté si vous avez des questions à poser dans le chat. J'attendrai à la fin de chaque slide pour poser vos questions à nos spécialistes. Enfin, un replay sera disponible dès demain sur notre page LinkedIn, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à vous y abonner. En attendant, bon Webinact à tous. Merci Isaac, je vais reprendre la main. Bonjour à tous, je vais me représenter très rapidement. Je m'appelle Pierre Humann, je suis juriste consultant au sein de la société Actessil depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai une petite spécialité puisque j'ai pu effectuer pas mal de missions dans le domaine de la santé, notamment auprès d'hôpitaux ou de structures privées. Et je vais commencer cette présentation sur les données de santé par quelques petites définitions rapides. Alors d'abord, la définition d'une donnée à caractère personnel du RGPD. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est un préalable nécessaire. Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc c'est très très large. Hein. On parle d'un nom, d'un prénom, d'une adresse mail ou encore de l'image d'une personne, par exemple par le biais de la vidéosurveillance. Mais ce qui va plutôt nous intéresser ici, c'est la définition des données de santé, qui désignent, les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris la prestation de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. C'est ce que le RGPD nous dit à son article 4. Donc là aussi, on va être très large. Ça va être, par exemple, une analyse sanguine, une radio ou encore une prescription médicale, ce genre de choses. On est vraiment très large. Basiquement, on est dans le cadre de tout ce qui rentre dans le dossier médical rentre dedans, par exemple. On a un petit exemple, par exemple, l'indication du fait qu'une personne s'est blessée au pied ou est en congé de maladie partielle constitue une donnée à caractère personnel relative à la santé. Alors pourquoi c'est important de faire le distinguo entre une donnée personnelle et une donnée de santé?
Le distinguo est fait sur le fait que les données de santé sont des données sensibles, considérées comme sensibles par le règlement, et donc, par principe, leur traitement est interdit. Au même titre que d'autres données que sont l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, donc qui sont des données de santé, les données biométriques, et les données de santé, on en a parlé, mais aussi, enfin, les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Donc, toutes ces données sont par principe, ont un traitement par principe interdit, mais on va le voir plus tard, il va y avoir et Amélie vous en parlera plus en détail, des exceptions à ce principe. Donc effectivement, je reprends la main. Donc merci Pierre pour cette première slide introductive. Donc moi, je me représente rapidement également. Donc je suis Amélie Stepanski. Je suis chez Actessil depuis plus de 3 ans maintenant et je suis titulaire d'un master en droit médical et pharmaceutique. Donc pour en revenir effectivement sur les grands principes, l'objectif effectivement des slides qui vont suivre va être de rappeler effectivement qu'est-ce qui est applicable lorsqu'on est face à de la donnée de santé. Donc, il faut savoir que en France, la donnée de santé, elle est aujourd'hui encadrée par la loi informatique et liberté revisitée du juin 2018. Donc, il y a à la fois le RGPD qui va s'appliquer et les spécificités qu'on retrouve dans la loi informatique et liberté. Donc, comme Pierre vous le disait, par principe, le RGPD interdit le traitement des données sensibles, donc comme on a vu, données génétiques, biométriques, données de santé, etc. Par principe, c'est interdit, mais il existe effectivement des exceptions. Donc, les exceptions, vous pouvez les voir effectivement sur la slide. Donc, c'est notamment le consentement express de la personne, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de prouver que la personne a consenti à l'utilisation des données pour les finalités que vous lui avez décrites. Il y a également le traitement des données dans le cadre effectivement des diagnostics médicaux, de la prise en charge médicale et sociale, et effectivement l'administration de manière générale du système de soins de santé. Et enfin, lorsque il y a un intérêt public dans la santé publique, dans la recherche, dans la médecine préventive ou la médecine du travail. Normalement, vous allez être le plus souvent dans des cas de consentement ou le deuxième, donc traitement des finalités pour des diagnostics médicaux, etc. À savoir que pour le consentement, il faut garder à l'esprit que pour qu'un consentement soit valide, il faut qu'il soit libre et éclairé. Ça signifie quoi? Ça signifie que le consentement doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de conséquences négatives si la personne refuse la communication de ses données de santé. Et enfin, il doit être éclairé, c'est-à-dire qu'il doit être informé sur l'objectif de cette récolte. Pourquoi vous la récoltez? Qui va accéder à la donnée? Combien de temps vous la conservez? Donc, ce sont les éléments qu'on attend effectivement au travers de l'article 13 et 14 du RGPD. Donc, classiquement, le consentement, il se traduit par la manifestation de la volonté de la personne, donc soit par une déclaration, par la signature d'un formulaire, par exemple, soit par un acte positif clair. Donc, on ne peut pas déduire le consentement d'une personne de son absence de réaction, par exemple. La donnée de santé, de manière générale, et leur manipulation, comme je vous disais, connaît une obligation de protection qui est renforcée, donc de la part de la loi informatique et liberté et par le code de déontologie pour tout ce qui est métier de santé. Donc, par exemple, on va avoir l'obligation de faire appel à un hébergeur de santé agréé lorsque l'hébergement se fait à l'extérieur, l'obligation pour, de manière générale, les établissements de santé ou tout établissement manipulant de la donnée de santé de mettre en place des mesures techniques et d'organisation appropriées pour effectivement garantir la sécurité et la confidentialité de la donnée. Ça va passer par exemple par des actions de sensibilisation pour rappeler effectivement aux collaborateurs de ne pas laisser leur poste sans surveillance ouvert ou la mise en place d'un système de double authentification, par exemple avec la saisie d'un mot de passe et l'intégration d'une clé USB de sécurité ou d'une carte magnétique. Globalement, on va retrouver également les principes classiques du RGPD, donc les principes fondamentaux. Donc, l'un des plus importants reste quand même la limitation des traitements.
Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne peut pas traiter la donnée que vous avez récoltée ultérieurement pour des finalités autres que celles qui avaient été définies initialement. Comme vous pouvez le voir, il existe malgré tout des exceptions. Donc, lorsque nous sommes face à des fins archivistiques dans l'intérêt public, lorsque l'on fait des recherches scientifiques ou historiques, ou à des fins statistiques. Cela reste quand même très réduit. Pour rappel, le non-respect de ce principe constitue un détournement de finalité, puisqu'effectivement, vous avez récolté la donnée dans un objectif défini, qui était la finalité première, et vous avez changé la finalité. Donc, la personne n'a finalement, si on est dans le cadre du consentement, n'a plus consenti à l'utilisation de ces données. Le détournement de finalité est aujourd'hui condamné pénalement à l'article 226-21 du Code pénal et prévoit notamment 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Il existe des exceptions, encore une fois, c'est souvent des principes et pas mal d'exceptions. Donc, dans le cadre de la limitation des traitements, il est possible effectivement de faire un traitement ultérieur de la donnée sans récolter à nouveau le consentement de la personne. On va être notamment dans le cadre où on est dans un lien entre la finalité initiale et les nouvelles finalités, comme si nous étions face à une évolution finalement du traitement, justifiant la continuité de l'utilisation des données. Mais il faut rester vigilant et prévoir toujours la nécessité de récolter à nouveau le consentement. D'accord ? Ensuite, nous sommes face effectivement aux 3 autres principes classiques, la minimisation, la transparence et la conservation. La minimisation, c'est assez connu aujourd'hui, c'est le fait de tout simplement limiter la récolte de la donnée à ce qui est strictement nécessaire. Vous allez faire un répertoire effectivement des données que vous avez récoltées et vous allez vous poser la question, cette donnée, est-ce que j'en ai besoin pour réaliser la finalité de mon traitement? Oui, non. Si c'est oui, vous la conservez. Si c'est non, elle doit être supprimée, puisqu'effectivement, ça ne serait ne pas respecter le principe de minimisation. On ne va pas récolter des données dont on n'a pas besoin. Un élément, une astuce que j'utilise très souvent moi personnellement, dans le cadre de la minimisation et de la conservation, c'est dès qu'on va avoir le réflexe de dire au cas où. Je récolte cette donnée au cas où j'en ai besoin. Je conserve cette donnée au cas où on me demande quelque chose. Lorsqu'on a ce réflexe de dire généralement au cas où, dans 99% des cas, on ne l'utilise jamais. Donc, il faut être le plus restrictif possible, ne récolter que les données dont on a besoin, ne conserver que la durée pour laquelle on a besoin. Puisqu'effectivement, le RGPD impose de mettre en place des durées de conservation pour chaque donnée. On ne peut pas conserver une donnée indéfiniment. Donc, un des travaux importants à réaliser lorsqu'on se met en conformité, finalement qu'on soit dans de la donnée de santé ou non, c'est de définir des durées de conservation pour les données que nous possédons. Il y a plusieurs façons de définir une durée de conservation. Soit on a un texte de loi qui nous donne une durée de conservation définie, soit vous êtes susceptible d'être contrôlé par un organisme sur un certain nombre d'années en arrière, qui justifie effectivement que vous conserviez ces données pour être en capacité de prouver les actions que vous avez réalisées, soit vous avez atteint en fait l'objectif du traitement et vous n'avez plus de justification à conserver la donnée. Typiquement, un exemple de conservation, ça va être 20 ans pour les dossiers médicaux. Enfin, un des piliers les plus importants, c'est la transparence. Vous avez une obligation de transparence, c'est-à-dire d'informer les personnes en respectant les obligations des articles 13 et 14 du RGPD, c'est-à-dire d'écrire la finalité, pourquoi vous avez récolté cette donnée, qui accède à la donnée, combien de temps vous la conservez, quels sont les droits que possède la personne sur ces données, comment elle peut les exercer et sa possibilité pour elle effectivement d'introduire une réclamation auprès de la CNIL si jamais elle ne considère pas avoir ses droits respectés. Donc, cette obligation de transparence est fondamentale puisqu'on a vu précédemment que sans transparence, vous ne pouvez pas considérer le consentement comme valide, puisqu'on ne peut pas consentir si nous ne sommes pas au courant de à quoi va servir nos données. Alors, Amélie, on avait quelques petites questions. On nous a demandé quelle est la durée de conservation des données pour des essais cliniques. Alors, pour les essais cliniques, on va le voir en fait un peu plus loin.
il est mis en place par la CNIL en fait des méthodologies de référence dans lesquelles elle impose les durées de conservation. Donc ça va dépendre du type d'essai clinique en fait. Merci. Et on avait une autre question. La contraception est-elle une donnée de santé? Oui. Oui, tout à fait, puisque effectivement, c'est une information médicale sur la personne. Et en extrapolant, il y a aussi une information sur la vie sexuelle de la personne. Merci à toi. Merci Amélie, je vais prendre le relais pour les critères de sécurité liés aux données de santé. Alors une première chose importante à savoir, c'est qu'il y a un grand principe qui est mis en place par le RGPD, c'est celui de la responsabilité du responsable de traitement quant à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qu'il détient. Donc là, c'est-à-dire qu'il doit sécuriser ces données personnelles qui sont considérées comme sensibles. Et donc, on va voir plusieurs choses et plusieurs moyens de les sécuriser aussi. La première, elles sont données par l'ANS. L'ANS, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence du numérique en santé qui accompagne la transformation numérique de notre système de santé. Et elle a 3 grandes missions. La première, c'est à réguler l'e-santé, en fait. La première, c'est à réguler l'e-santé en posant les cadres et les bonnes pratiques, notamment en termes de sécurité et d'interopérabilité, pour faciliter le partage et les échanges des données de santé en toute confiance. La seconde, c'est conduire les projets d'intérêt national sur l'égide des pouvoirs publics. Et enfin, elle accompagne le déploiement national et territorial des outils et projets numériques en santé, par exemple pour développer les usages et favoriser l'innovation notamment. Donc c'est une démarche, elle est dans une démarche qualité. Voilà. La première chose, c'est que l'ANS a donc distingué 3 types de menaces. Les actes de malveillance, la dégradation physique, le vol de matériel, les malwares, les vols de données de santé. Donc là, on est en plein dedans en ce moment avec les hôpitaux qui sont victimes de ransomware. Les pannes ou les dysfonctionnements, les défauts de maintenance, la vétusté d'un matériel, l'incompatibilité des logiciels, etc. Leur gravité peut aller d'un simple bug à une perte irréversible des données. Donc ça, on le voit, on a pu le voir aussi avec la perte des données pour de nombreux laboratoires dernièrement. Les erreurs, oublis et autres mauvais usages, prêter un mot de passe par exemple, qui est une pratique très dangereuse, perdre sa carte professionnelle de santé, ne pas utiliser de boîte mail sécurisée, ce genre de choses. Voilà pour ce qui est des menaces de l'ANS. Alors, Pierre, une petite question sur cette partie. On me demande si une plateforme qui vend des produits e-santé des types montres connectées, par exemple, si elle doit être HDS, et peut-on considérer qu'elle collecte des données de santé à ce moment? Alors, tout dépend des données qui sont collectées et si elles sont croisées entre elles, on peut être dans le cadre de la collecte de données de santé, à mon sens. Pour ce qui est de l'hébergement HDS, on en reparlera juste un peu après, mais tout dépend si elle ne collecte pas de données de santé, il n'y a pas d'utilité à avoir une certification HDS. Et si les données sont aussi hébergées en interne ou non, ça va dépendre de ces critères-là, en fait. Donc, c'est cas par cas. Merci. De rien. Donc, l'ANS fournit un cadre sécurisé pour permettre d'avoir des échanges sécurisés entre professionnels de santé ou entre professionnels de santé et patients aussi. Elle fournit plusieurs outils. La PGSSIS, qui est la politique générale de sécurité des systèmes d'information et de la santé, qui s'applique à l'ensemble du secteur de santé, que ce soit les petites structures ou les grandes structures. Les messageries sécurisées AMS Santé ont l'une des obligations dans la mise en place de moyens de santé pour sécuriser justement ces données qui sont sensibles. C'est qu'on est obligé de passer par des canaux qui sont sécurisés ou considérés comme sécurisés. Par exemple, on sait qu'il peut y avoir des échanges parfois dans la pratique via des réseaux sociaux entre professionnels de santé pour demander des conseils ou des avis. C'est fortement déconseillé. Il faudrait passer normalement uniquement par des messageries sécurisées de ce type-là. Enfin, le dispositif CPS, qui permet d'identifier et d'authentifier les professionnels de santé tout au long de leur exercice et permet des certificats électroniques en ligne. Et enfin, les procédures d'agrément et de certification, là on vient d'en parler, des hébergeurs de santé, donc le fameux HDS.
sachant que, comme je l'ai dit avant, en théorie, lorsqu'on a des données de santé, on est obligé d'avoir une certification d'hébergeur de données de santé. Seulement, il y a une grosse exception à ce principe, c'est celui des données qui sont traitées, qui sont stockées en interne, en fait. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir la certification HDS. Seulement, il est fortement recommandé d'avoir un niveau de sécurité qui s'en rapproche pour rentrer dans les clous du règlement, puisqu'on a cette obligation de garantir, on l'a vu avant, un niveau de sécurité adéquat aux données. Enfin, que recommande l'ANS? Plusieurs choses. Donc, sensibiliser les équipes de santé, on l'a vu, ça c'est pour éviter ces fameux, par exemple, malware. On en parlait beaucoup, j'en ai parlé avant, je l'ai évoqué, il y a eu de nombreux hôpitaux qui ont été victimes de ransomware. Par exemple, moi, si je devais parler de sensibilisation des équipes au niveau point de vue sécurité, je sensibiliserais par exemple sur l'ouverture de pièces jointes et de mails, puisque c'est par là que passent la plupart des ransomware et des malwares. Enfin, informer les personnes concernées. Amélie en a longuement parlé avant. Donc, c'est l'information sur chaque formulaire et dès lors qu'on collecte des données de chaque personne sur les caractéristiques de base, c'est-à-dire la finalité, ce qu'on va en faire des données, combien de temps on les garde, quelles sont les données, où elles sont transférées, si elles sont transférées à l'étranger aussi également, ce genre de choses. En deuxième lieu, maîtriser l'accès aux informations. Utiliser sa carte de professionnel de santé conformément aux recommandations qu'on a vues plus auparavant. Éviter de multiplier les comptes, bien sûr, puisque ça génère plusieurs moyens d'entrée. Générer des profils et protéger les comptes les plus sensibles. Alors, je rajouterai générer les profils pour préciser un peu. Il y a un point important qui est vérifié par la CNIL aussi également, c'est les habilitations qu'on donne aux données de santé. Si jamais vous donnez des habilitations trop larges, vous pouvez être non conforme au règlement. Basiquement, ce que va faire la CNIL quand elle vérifie ce genre de choses, c'est qu'elle va créer un profil, générer différents profils en fonction des postes et regarder jusqu'où on peut aller dans les données pour voir si c'est disproportionné ou non et si on rentre dans les clous du règlement. Enfin, sécuriser le lieu d'exercice et les équipements. Donc, protéger les équipements contenant les données, ça c'est plus physique, c'est une protection plus physique. On a pu le voir dernièrement aussi avec OVH à Strasbourg. Il ne faut pas négliger les risques, par exemple, d'incendie, puisque si jamais on a des données qui sont stockées là-bas et qu'on sous-traite, ça peut être très problématique. On peut perdre l'accès aux données. Protéger, bien sûr, la connexion Internet. Générer et préserver des mots de passe. Les mots de passe, là, on va entendre mettre en place plutôt des mots de passe complexes, c'est-à-dire avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Conformément, on peut suivre à ce moment-là les recommandations de l'ANSSI. Mettre en place, bien sûr, des antivirus parfaits et des logiciels de chiffrement. Puisque, par exemple, si on chiffre une clé USB, si elle est perdue, l'impact sera vraiment moindre dans ce cas-là. Limiter les incidents et leur connaissance, enfin. Donc, tracer les actions réalisées sur les données et les événements informatiques. Là, on parle par exemple de la mise en place d'un système de log pour pouvoir suivre et savoir si, dans le cadre d'une faille de sécurité, d'où provient la faille et à quel moment elle a eu lieu. Anticiper les incidents et gérer les incidents. On peut par exemple penser à la mise en place d'un PRA, donc un plan de reprise d'activité, ou d'un PCA, un plan de continuité d'activité, qui permet, en cas de défaillance, de repartir, de redémarrer le système très rapidement, ou alors de continuer malgré l'indisponibilité de certaines ressources. Et enfin, faire des sauvegardes régulières, puisque c'est ce qui nous permet de récupérer les données en cas de gros pépin. Voilà pour ce qui est de cette partie. Enfin, alors, je vois une question, quelle est la différence entre PRA et PCA? Alors, plan de reprise d'activité, c'est dans le cas là où l'activité serait complètement stoppée, et continuité d'activité, c'est une partie de l'activité serait uniquement touchée. Alors, je repasse sur l'hébergement. L'hébergement est défini par la CNIL comme l'organisation du dépôt et de conservation de données déposées dans des conditions de nature à garantir leur pérennité et confidentialité, à charge de les mettre à la disposition des personnes autorisées selon les modalités définies par contrat et de les restituer en fin de contrat. Donc, il s'agit de l'article 1118 du Code de la santé publique qui encadre l'hébergement des données de santé. Donc, ces textes-là s'appliquent à toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel, on en a parlé avant, qui sont recueillies à l'occasion de plusieurs types d'activités, de la prévention, le diagnostic, de soins ou de suivi
de suivi social ou même socio-médical pour le compte d'une personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil d'édits de données pour le compte du patient lui-même. Donc ce fameux agrément HDS, il est fourni pour 3 ans et, par l'organisme certificateur, et chaque année, un audit de surveillance est effectué. On en a parlé avant, c'est quand même une procédure qui est assez lourde. Donc la plupart des établissements, pour l'éviter, essaient d'héberger leurs données en interne pour éviter à avoir à passer par cet agrément qui peut être fastidieux. Cependant, je l'ai dit avant, il est quand même fortement recommandé d'avoir un niveau de sécurité qui est fortement semblable à celui qui est demandé dans cette certification. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur cette partie. Je reprends la main. Donc, on en vient aux formalités administratives. L'entrée en vigueur du RGPD a normalement supprimé toutes les formalités administratives qui étaient obligatoires auprès de la CNIL. Lorsque nous étions obligés, par exemple, de déclarer effectivement un traitement auprès de la CNIL en suivant, par exemple, une norme simplifiée. Globalement, effectivement, donc les formalités administratives ont été supprimées, sauf dans un secteur, celui de la donnée de santé, où effectivement, dans un certain nombre de catégories, elle garde une main assez importante pour encadrer et finalement contrôler un certain nombre de traitements. Le principe, effectivement, donc, c'est l'existence de formalités obligatoires auprès de la CNIL. Il existe à nouveau, encore une fois, des exceptions, comme vous pouvez le voir effectivement sur cette slide. Donc, vous n'êtes pas obligé de déclarer votre traitement lorsque votre traitement a été consenti par la personne. Donc, lorsque la personne a consenti de manière expresse au traitement de ces données. Donc, dans ces cas-là, bien entendu, la recommandation, c'est de récolter ce consentement de manière écrite pour que vous, de votre côté, vous ayez toujours effectivement la preuve que la personne a bien consenti à l'utilisation de ces données dans ce cadre-là précis. Et bien entendu, il faut à nouveau rester le plus restrictif possible dans des finalités ultérieures, sans quoi il faudra à nouveau demander le consentement de la personne. Il n'est pas obligé de faire de déclaration également dans le cadre de traitements qui sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine. Donc, effectivement, là, on est dans le cadre effectivement des urgences, ce genre de choses. Lorsque le consentement ne peut pas être récolté, mais nous ne sommes pas pour autant dans un des cas dans lequel la CNIL impose de réaliser une obligation de déclaration auprès d'elle. Donc, on est également sur les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne. On va donner un exemple assez connu, un président qui effectivement informerait sur ses ennuis de santé à partir du moment où il les a rendus publics. L'utilisation de ces données n'est pas soumise à une obligation déclarative. Un autre élément où effectivement les traitements ne sont pas obligés d'être déclarés auprès de la CNIL, ce sont pour tous les traitements qui sont nécessaires aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l'administration des soins et du traitement. Globalement, en fait, tout ce qui va être lié à la prise en charge d'un patient, nous ne sommes pas face à une obligation de déclaration auprès de la CNIL. Le dernier point assez important aussi, c'est lorsque nous sommes face à un traitement qu'il y a une recherche réalisée avec les données récoltées par le personnel soignant directement. Donc, on va être dans le cas des recherches internes, c'est-à-dire lorsque vous avez vous-même récolté la donnée dans le cadre d'un suivi patient et que vous en faites une réutilisation par la suite sans revente par la suite, sans communication de la donnée à l'extérieur, juste pour une recherche interne au sein même du service. Dans ces cas-là, on n'est pas face à une obligation de déclaration. À savoir que cette distinction dans le cadre de la recherche interne, elle est très importante, puisque comme vous pouvez le voir effectivement dans la slide suivante, les obligations de formalité persistent dans 2 cas. Lorsqu'on est face à une finalité d'intérêt public et lorsqu'on est face à de la recherche médicale ou pharmaceutique. Donc, dans le cadre de ces recherches, la CNIL a mis en place des méthodologies de référence. Donc, aujourd'hui, il y en a 6 que vous pouvez voir là avec leur intitulé. Donc, les méthodologies de référence, c'est un texte dans lequel la CNIL décrit en fait quelles sont les données que vous pouvez utiliser
dans quelles conditions vous pouvez les utiliser, combien de temps vous devez les conserver, qui a le droit d'y accéder. En fait, elle vous crée directement, en fait, finalement, la fiche de traitement et elle vous demande de déclarer, par exemple, que effectivement vous répondez bien à cette méthodologie de référence, par exemple la méthodologie de référence 002, si vous êtes dans le cadre d'une recherche pour des diagnostics médicaux de dispositifs médicaux, de diagnostic in vitro. À partir du moment où vous ne rentrez pas totalement dans cette méthodologie de référence, vous êtes obligé de faire une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Donc, il suffit d'aller sur le site de la CNIL, aller effectivement dans l'onglet des demandes d'autorisation, de remplir leur formulaire, la documentation qui leur est demandée, qui vous est demandée, et la CNIL reviendra vers vous dans un délai de 2 mois pour effectivement vous informer si elle autorise le traitement ou pas par rapport aux éléments que vous avez mis en place. À savoir que vous ne pouvez effectivement pas mettre en place de traitement tant que vous n'avez pas répondu à l'une des méthodologies de référence, ou si vous avez fait une demande d'autorisation dans le cadre de la recherche. Une petite question. Alors, est-ce qu'un logiciel SaaS qui est dit HDS hébergé sous Microsoft Azure est-il encore HDS depuis l'invalidation du Privacy Shield par la CJUE? Alors, c'est une question très complexe. Je vais peut-être vous demander de revenir vers moi un peu plus tard, puisque là, on est dans une sécurité assez poussée. De prime abord, pour moi, je voudrais que oui, mais il faut que je vérifie les informations là-dessus. Je tiens à préciser que je mettrai le mail pour plus tard si vous avez d'autres questions un peu plus poussées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour moi, j'ai fini ma partie. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, c'est le moment. Alors, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait. Alors, je tiens à vous remercier pour votre attention. S'il y a d'autres questions, comme dit, vous pouvez nous les envoyer par mail et on les traitera, notamment si elles sont un peu plus complexes. Le replay il sera disponible sur notre page LinkedIn, donc n'hésitez pas à y faire un tour, à vous abonner. Je tiens à rappeler aussi que Actessil propose un accompagnement de mise et maintien en RGPD et qui dispose aussi d'un pôle formation appelé RGPD Academy qui propose des formations de sensibilisation et de perfectionnement en RGPD dans tous les domaines, mais également dans le domaine de la santé. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore les poser dans le chat avant la fermeture et n'hésitez pas à préciser que vous venez suite au Webinact pour les autres questions. Merci encore et bonne journée à vous tous. Alors oui, la présentation, elle sera disponible sur la page LinkedIn d'Actessil. Oui, c'est ça comme dit, elle sera dès demain disponible sur LinkedIn.